Bonjour à tous. Si vous voulez voir un seul graphique pour comprendre la crise économique actuelle, la mort du dollar et l'argent en général, je vous montrerai celui-ci. Ce graphique illustre l'évolution du prix d'une boîte de soupe aux tomates entre 1898 et 2022. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix de la soupe n'a pratiquement pas changé depuis le début jusqu'en 1971. Pendant plus de 70 ans, le prix est donc resté stable, autour de 10 centimes. Cependant, il a commencé à augmenter en 1971 et cette hausse s'est accentuée après 2020. Pourquoi la même soupe est-elle devenue 15 fois plus chère ? Si l'on y réfléchit bien, au XIXe siècle, la production était beaucoup plus difficile et coûteuse. Elle nécessitait beaucoup de main-d'œuvre et un travail acharné, principalement parce que la technologie n'était pas encore au point. Aujourd'hui, une machine peut probablement produire des centaines de boîtes de conserve en exactement le même temps qu'il fallait pour produire une seule boîte au XIXe siècle. Comment est-il possible qu'en dépit de toutes ces avancées technologiques et de ces réductions de coûts, la même soupe soit devenue 15 fois plus chère aujourd'hui ? La tomate est-elle devenue rare ? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui a changé, ce n'est pas la soupe ou la tomate, c'est le dollar. La raison pour laquelle le prix est resté stable est que, jusqu'en 1971, nous étions dans le système monétaire de Bretton Woods. Dans le cadre de ce système, toutes les monnaies du monde étaient liées au dollar américain et le dollar était lié à l'or. Même si le dollar n'était pas garanti à 100% par l'or, cela suffisait à garder tout le monde sous contrôle. Cependant, les choses ont changé en 1971 lorsque le président américain Nixon a mis fin au système monétaire de Bretton Woods. À cette date, tous les pays ont cessé d'utiliser de la vraie monnaie, or et argent, et ont commencé à utiliser de la monnaie fiat. N'ayant aucun lien avec l'or, ils pouvaient imprimer autant de monnaie qu'ils le souhaitaient. La véritable histoire que raconte ce graphique est que ce n'est pas la boîte de soupe qui a changé, c'est le dollar qui a changé. La boîte de soupe n'a pas augmenté, c'est le dollar qui a baissé. Depuis 1971, aucun pays sur Terre n'utilise d'argent. Nous utilisons tous de la monnaie. Ce que vous avez dans votre portefeuille ou sur votre compte bancaire n'est pas de l'argent, c'est de la monnaie. Il y a une énorme différence entre la monnaie et l'argent. L'argent conserve sa valeur sur une longue période, ce qui n'est pas le cas de la monnaie. Si quelqu'un vous dit que nous utilisons de l'argent, posez-lui les deux questions suivantes. 1. Demandez-lui s'il pense que l'argent doit conserver sa valeur. Il répondra oui. 2. Demandez-lui s'il pense qu'il y a de l'inflation. Là encore, il répondra oui. Laissez-les ensuite vous expliquer comment ces deux choses peuvent exister en même temps. Comment peut-on utiliser de l'argent et avoir en même temps des niveaux élevés d'inflation ? Si ce que vous avez acheté l'année dernière vous coûte aujourd'hui 30% de plus, vous n'utilisez pas de l'argent, mais de la monnaie. Tout a un coût, y compris la monnaie. Lorsque vous achetez quelque chose, vous proposez de vendre votre monnaie à quelqu'un qui est prêt à vous l'acheter et à la payer avec quelque chose qu'il possède, comme un produit ou un service. Par exemple, l'épicerie vous achète de la monnaie et vous offre un produit en retour. Une autre façon de voir les choses est de dire que chaque fois que vous vendez quelque chose, qu'il s'agisse de travail, de talent ou d'idées, vous achetez de la monnaie. Dans ce cas, quel est le prix du dollar ? En d'autres termes, comment le pouvoir d'achat du dollar a-t-il évolué au cours des 100 dernières années ? Reprenons le même graphique que celui que j'ai présenté précédemment, mais dans ce cas, il est mesuré en soupe et non en dollars. Ce graphique est en fait une version inversée du précédent, et la ligne bleue indique la date à laquelle l'argent est devenu monnaie. À gauche du graphique, c'est le nombre de boîtes de soupe qui valaient 1 dollar en argent. À droite du graphique, c'est la quantité de soupe que vaut une monnaie fiduciaire moderne, 1 dollar papier. Pendant 70 ans, de 1898 à 1971, 1 dollar en monnaie réelle valait environ 10 boîtes de soupe à la tomate Campbell's. Aujourd'hui, 1 dollar de monnaie fiduciaire ne vaut que les 2/3 d'une boîte. Ce n'est même pas une boîte. Le dollar a perdu environ 93% de son pouvoir d'achat depuis 1971. Encore une fois, ce n'est pas la soupe qui a changé, c'est le dollar. Un autre concept important que vous devez comprendre est la différence entre le prix et la valeur. Le prix ne signifie rien, la valeur, tout. Bien que ce concept puisse paraître étrange au premier abord, il s'agit d'une autre leçon essentielle qui vous aidera à décoder la véritable nature du monde financier. Le principe est le suivant. Même si le prix d'une chose augmente, sa valeur peut diminuer en même temps. Quoi ?
Pardon ? Un prix n'est qu'une mesure que nous utilisons pour convenir du nombre d'unités monétaires pour lesquelles un produit ou un service sera échangé. Mais la valeur de ce même objet est ce que vous pouvez acheter si vous décidez de le vendre. Par exemple, si le prix d'un investissement double, mais que le coût de la vie est multiplié par 4 au cours de la même période, alors même si le prix de votre investissement a doublé, sa valeur a en fait diminué de moitié. Si cet exemple n'est pas assez clair, imaginez que je vous offre 1 million de dollars par mois pour venir travailler dans mon entreprise. Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? 1 million de dollars par mois. Et si vous découvriez qu'une tasse de café coûte 60 000 dollars ? Et maintenant ? Est-ce que cela vous semble toujours être un excellent salaire ? Probablement pas. C'est pourquoi le prix ne signifie rien. La valeur, tout. C'est l'une des leçons les plus importantes qu'un investisseur doit comprendre. Par exemple, supposons que vous ayez acheté une maison il y a 20 ans et que son prix est doublé. Voici la question. La valeur a-t-elle également doublé ? Tout dépend de ce que vous mesurez. Si vous la mesurez par rapport à d'autres biens immobiliers, la réponse est absolument non, car si vous vendez votre maison, vous ne pouvez pas acheter 2 maisons similaires. Vous ne pouvez en acheter qu'une seule. Ainsi, même si son prix a doublé, sa valeur mesurée par rapport à l'immobilier est restée la même. Aujourd'hui, toutes les sociétés de la planète utilisent des monnaies fiduciaires, ce qui signifie que leur valeur diminue constamment. C'est pourquoi on ne peut pas se fier au prix pour prendre des décisions. Il faut regarder la valeur. Malheureusement, aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Voici un fait effrayant concernant les monnaies fiduciaires. Il y a eu des milliers et des milliers de monnaies fiduciaires dans l'histoire, mais aucune n'a survécu. Leur durée de vie était en moyenne de 27 ans et aucune d'entre elles, pas même une seule, n'a survécu. Elles sont toutes tombées à zéro. Le taux d'échec est de 100%. De par leur conception même, toutes les monnaies nationales perdent de la valeur. Elles doivent perdre de la valeur parce qu'elles sont constamment imprimées. On peut se demander, si la monnaie perd de la valeur, où va cette valeur ? En d'autres termes, si la monnaie que vous avez dans votre poche perd de son pouvoir d'achat, où va ce pouvoir d'achat ? S'évanouit-il dans l'air ? Non, il est transféré de la monnaie de votre compte bancaire à l'entité qui a créé la nouvelle monnaie. Il transfère votre pouvoir d'achat volé à celui qui reçoit en premier la monnaie nouvellement créée. Imaginez la situation de la manière suivante. Imaginez que chaque nouvelle monnaie imprimée soit un voleur qui vient secrètement chez vous la nuit pendant que vous dormez, prend la monnaie dans votre poche et en coupe un petit morceau avec des ciseaux. Il se rend ensuite chez votre ami et fait la même chose. Il continue à rendre visite à chaque personne dans l'économie qui possède de la monnaie et en vole un petit peu à tout le monde. C'est une explication un peu enfantine. Personne ne vient chez vous pour couper le coin de votre monnaie, mais il coupe et vole son pouvoir d'achat. Imprimer une nouvelle monnaie revient littéralement à voler ceux qui possèdent déjà cette monnaie. Par un processus continu d'inflation, le gouvernement peut secrètement et sans être observé confisquer la richesse du peuple et pas un homme sur 1 million ne détectera le vol. John Maynard Keynes, l'économiste le plus influent du XXe siècle. Voici une autre question que vous pourriez poser. Si l'impression de monnaie entraîne une perte de pouvoir d'achat et de l'inflation, comment se fait-il que nous n'ayons pas connu d'inflation pendant plusieurs années, même lorsque les banques centrales imprimaient des quantités astronomiques de monnaie ? L'inflation due à la création de monnaie n'est jamais répartie uniformément dans tous les secteurs de l'économie, quel que soit le secteur vers lequel la nouvelle monnaie afflue. Il se gonfle et devient une bulle. Vous n'avez peut-être pas remarqué d'inflation importante entre 2000 et 2020 parce que la plupart des produits de détail sont restés relativement bon marché. Mais vous avez certainement remarqué que les riches s'enrichissaient, que la bourse et l'immobilier montaient. N'oubliez pas ceci, chaque nouvelle unité de monnaie doit aller quelque part. La création de monnaie est une inflation, mais c'est une inflation sélective. C'est la principale raison pour laquelle le marché boursier est en hausse et que les riches s'enrichissent. Je vais vous montrer 2 graphiques et vous verrez la corrélation vous-même. Ce premier graphique montre la corrélation entre la base monétaire et l'indice Wilshire 5000. La base monétaire signifie simplement le nombre de dollars que la Banque centrale américaine a injecté dans l'économie et elle est représentée par une ligne verte dans le graphique. L'indice Wilshire 5000 est un indice qui suit les performances de l'ensemble du marché boursier des États-Unis. Il est représenté par une ligne noire dans le graphique. Notez que jusqu'en 2008, il n'y a absolument aucune corrélation. Toutefois, après 2008, lorsque la Banque centrale américaine a commencé à imprimer de la monnaie,
le terme économique est assouplissement quantitatif, la corrélation est presque parfaite. Lorsque la quantité de monnaie a augmenté de 10%, la valeur du marché boursier a augmenté de 10%. Lorsqu'elle a augmenté de 20% supplémentaires, le marché boursier a suivi. La corrélation est stupéfiante, 97%. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit d'une simple coïncidence? Bien sûr, la bourse s'est envolée. La bourse est un patient sous assistance respiratoire artificielle depuis 2008 et maintenant, le docteur pense qu'il peut simplement débrancher la prise sans que le patient ne meure. J'ai également mentionné le fait que la planche à billets a permis aux riches de s'enrichir et aux pauvres de s'appauvrir. Ce graphique montre le montant des dépôts détenus par les 10% les plus riches, ligne rouge, et les 90% les plus pauvres, ligne bleue. Sur ce graphique, vous pouvez facilement voir qu'avant que l'Amérique ne commence à imprimer de la monnaie, jusqu'en 2008, les 90% les plus pauvres étaient au sommet, détenant plus de 50% des dépôts, et les 10% les plus riches étaient au-dessous, détenant moins de 50%. Mais depuis 2008, lorsque la planche à billets a commencé, ils ont changé de position et aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 66% des dépôts, tandis que les 90% les plus pauvres n'en possèdent que les 33% restants. Faut-il blâmer les riches? Non, ils n'ont rien fait. En fait, c'est tout le contraire. Ce sont eux qui créent les entreprises et fabriquent les produits et services que nous achetons. Ils créent des emplois et assument des charges et des pressions incroyables pour faire fonctionner ces entreprises. Ce sont eux qui créent la majeure partie de la prospérité dans notre société. Sans eux, il n'y aurait pas vraiment d'économie. Alors, ne les diabolisez pas. Ce n'est pas leur faute, ils n'y sont pour rien. Je sais que nous avons abordé un grand nombre de sujets dans cette vidéo. C'est pourquoi j'aimerais résumer le tout en 3 leçons. Avant cela, je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes si vous pensez qu'il s'agit d'un sujet que d'autres personnes doivent connaître. Revenons-en au résumé. 1. Faites la différence entre l'argent et la monnaie. L'argent conserve sa valeur, pas la monnaie. Aujourd'hui, aucun pays sur Terre n'utilise d'argent. Nous utilisons tous la monnaie. 2. Les dirigeants, les empereurs et les autorités essaieront toujours de tromper l'argent. Ce fait ne changera jamais. Jamais. Ils trouvent toujours un moyen de le tromper. Regardez l'histoire et vous en verrez de nombreux exemples. 3. Faites la différence entre le prix et la valeur. Le prix ne signifie rien, la valeur tout. L'une des principales fonctions de l'argent est la mesure de la valeur, mais comme nous n'utilisons plus d'argent, vous ne pouvez pas faire confiance aux monnaies pour servir de mesure de la valeur. Tout comme d'autres systèmes de mesure tels que le litre ou le mètre, l'argent doit également être stable pour que la société fonctionne correctement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande vivement de consulter le nouveau livre de Mike Maloney intitulé « The Great Gold and Silver Rush of the 21st Century », la grande ruée vers l'or et l'argent du 21e siècle. Cette vidéo est basée sur les premiers chapitres de ce livre. Ce livre contient une quantité impressionnante d'informations sur l'économie, l'argent et la crise à venir. Je pense que le nom du livre devrait être un peu différent car il s'agit d'un manuel d'économie que d'un livre sur l'or et l'argent. La raison pour laquelle je pense qu'il l'a nommé ainsi est que toutes ces recherches montrent qu'à l'heure actuelle, presque tout est dans une bulle, à l'exception de l'or et de l'argent. Il s'attend à ce que l'or et l'argent se comportent extrêmement bien lors de la prochaine crise. L'une des principales raisons pour lesquelles il pense ainsi est que jamais dans l'histoire, tous les pays du monde n'ont eu des monnaies fiduciaires en même temps. Et jamais dans l'histoire, la monnaie n'a été imprimée à une telle échelle. Je ne suis pas un courtier en or et en argent et je ne veux pas romancer l'or et l'argent. Mais il y a un fait indéniable. L'or a des antécédents vieux de 5000 ans. Il sert de réserve de valeur depuis des siècles, en particulier dans les périodes comme celle que nous traversons aujourd'hui. Personnellement, j'achète de l'or et de l'argent depuis des années pour stocker de la valeur. On me demande souvent où j'achète l'or et l'argent. Si cela vous intéresse, je mettrai dans la section des commentaires un lien vers la société que j'utilise pour acheter de l'or et de l'argent. Je laisserai également un lien vers le livre de Mike Maloney. 2 chapitres du livre sont disponibles en ligne gratuitement. Je mettrai également un lien vers ce livre. Enfin, les éléments mentionnés dans cette vidéo ne constituent pas des conseils financiers et je ne suis pas un conseiller financier. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des vidéos sur YouTube qu'il est un expert. Veuillez donc faire vos propres recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.